essayer de vous montrer quels sont les éléments sur lesquels on se base pour essayer de classifier un peu les enfants, le degré du risque qu'on prend en faisant ou non l'anesthésie. Et de toute manière, là actuellement à la SFAR et à la DARPEF, on est en train de travailler sur des nouvelles recommandations pour la pratique de l'anesthésie-réanimation pédiatrique qui vont vraiment être claires, en tout cas qui vont essayer de clarifier les conditions dans lesquelles on exerce ou on n'exerce pas, et un certain nombre d'éléments vont vous être donnés ici, donc ça va permettre peut-être de faciliter un certain nombre de choses. Alors la première chose à savoir, c'est qu'effectivement on a quand même fait de gros progrès sur la mortalité périopératoire en anesthésie pédiatrique. Vous voyez que la courbe n'a pas cessé de diminuer, celle de la mortalité. Là j'ai essayé de reprendre un peu la littérature depuis 1956, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, on a quand même amélioré les choses avec une pente qui est descendante. Alors, vous avez l'impression que c'est zéro, mais enfin, malheureusement, la mortalité n'est jamais à zéro. On a toujours un risque résiduel, et aujourd'hui, c'est sur ce risque-là qu'on essaie de travailler, en tout cas, on essaie de minimiser de plus en plus ce risque de mortalité, de morbidité périopératoire. Alors, juste pour vous donner une idée de est-ce que la pédiatrie ou l'anesthésie pédiatrique est porteuse de risque? Ça, c'est une base de données, c'est une étude qui a repris quand même 2 millions de patients sur une base de données américaine, et ils ont essayé de voir quels étaient les facteurs de risque de mortalité ou de troubles neurologiques post-anoxiques, et vous voyez que le moins d'un an, donc vous aurez compris que c'est une population vraiment à risque, l'ordre ratio est de 4, alors que les plus de 80 ans, lui, l'ordre ratio est à 2. Donc ça veut dire que face à une anesthésie chez un enfant de moins d'un an, alors forcément c'est un facteur de risque indépendant, mais c'est associé en général quand on les opère à moins d'un an, c'est qu'ils sont quand même porteurs d'un certain nombre de pathologies, mais c'est associé quand même à un risque de mortalité ou d'arrêt cardiaque avec anoxie cérébrale qui est supérieur à celui des 80 ans. Bon, on parlera des autres facteurs de risque, mais vous voyez quand même que certaines choses commencent à se dégager. Et puis là, c'est un score prédictif, juste pour vous montrer que finalement la chirurgie urgente est un facteur de risque de complications et de mortalité périopératoire en même temps que par exemple les comorbidités, le séjour en réanimation ou encore une fois les enfants inférieurs à 1 an. Donc vous voyez que l'urgence c'est également quelque chose qui peut être porteur de morbidité, et donc il faut en tenir compte dans le raisonnement. Alors, les populations à risque, on va commencer. La population à risque, la première, c'est les moins d'1 an. C'est pour ça que ça se définit comme étant les patients pour lesquels, en règle générale, c'est l'indication des centres de recours. Ça, c'est une étude qu'on avait faite chez nous à Robert Debré sur 166 patients de moins de 6 mois. Et en fait, vous voyez qu'il y en a 20% qui vont présenter une complication périopératoire. Et ce n'est pas des petites complications, en général, c'est des défaillances multiviscérales. Et ça, c'est la grande étude européenne. Alors, on aime bien, nous, le primaire, on a des études de type, ça s'appelle apricote, nectarine, rhubarbe, etc. Là, c'est nectarine chez les enfants de moins de 60 semaines d'âge corrigé. Il y en avait quand même 6000 sur la base de données européenne. Les Français en ont inclus à peu près 1926. Et en fait, on a repris les statistiques françaises pour essayer, on les a publiées. Mais vous voyez quand même que dans l'histoire, la mortalité est de 2% chez ces patients en périopératoire à 30 jours, pareil à 90 jours. Et ils font quand même pas mal de complications, et notamment des complications neurologiques, donc porteuses de complications, en tout cas de séquelles à long terme. Donc vous voyez que cette population, elle est particulière. Alors les complications qu'on a, c'est quoi? C'est essentiellement les complications respiratoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est notre sauce à nous. Donc sachez quand même que c'est essentiellement au périopératoire les complications respiratoires. Elles sont de l'ordre de 3%. Donc dit comme ça, c'est peut-être considéré comme négligeable. Néanmoins, on a un certain nombre de facteurs de risque. Et si vous prenez par exemple les infections des voies aériennes supérieures, on atteint quand même les 30% de complications respiratoires. Donc c'est pour ça qu'on vous dit on ne va pas le faire, on va peut-être... alors dans l'urgence on n'en discute pas, on le fait, mais sachez quand même que c'est des situations qui peuvent être porteuses de complications pour les enfants. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est pareil, je vais passer mais c'est associé également à des complications respiratoires. Les complications cardiovasculaires, ça reste quand même non négligeable. Ça, c'est la base de données sur les arrêts cardiaques. Elle commence à dater. Il y a eu une actualisation, je pense, mais que je n'ai pas mise. Enfin, ça reste à peu près la même chose. Et globalement, on a quand même un risque d'arrêt cardiaque périopératoire.
Alors, c'est essentiellement lié aux problèmes hémodynamiques, d'accord, chez les patients qui sont plutôt fragiles, et ça reste médicamenteux chez les patients un peu moins fragiles, mais en tout cas, c'est un risque qui existe. Et vous voyez les facteurs de risque, ils sont évidents, hein, mais vous voyez toujours le moins d'un an qui ressort comme un facteur de risque, les chirurgies hémorragiques, etc. Et la chirurgie faite en urgence, ça fait partie également des éléments de ces complications. Je passe rapidement sur ces éléments-là, parce que ceux-là, ils sont connus. Je voulais revenir essentiellement sur les problèmes, ou en tout cas les éléments organisationnels et les facteurs humains, qui sont très importants également à considérer. C'est les facteurs sur lesquels on a des leviers d'amélioration. Le patient, il est ce qu'il est. On ne va pas le changer. Hein. S'il est infecté, s'il a un problème, il est là. Il faut qu'on prenne en compte ce problème. L'organisation, elle peut s'anticiper. Alors, bien entendu, c'est quoi avoir des facteurs humains organisationnels? C'est avoir les ressources humaines. On va les voir, les ressources matérielles, l'environnement. Et j'ai mis régionalisation, mais enfin, c'est en gros ce qu'on a défini justement dans Achille en termes de découpage, c'est-à-dire les centres de recours, ce qui est de l'ordre du recours, du spécialisé et de la proximité. Alors j'insiste sur un point déjà qui est très important et qu'il faut de plus en plus intégrer, les plus de 10-12 ans. Alors pourquoi on a mis 12 ans? On a mis 12 ans parce qu'on s'est dit 10 ans, ça fait toujours petit pour les gens. 12 ans, ça fait adulte. Il n'y a aucune différence entre 10 et 12 ans. On considère en gros que 10 ans, c'est des patients qui sont assimilés adultes. Théoriquement, on applique toutes les recommandations qu'on a chez les adultes au plus de 10 ans. D'accord ? En dessous, à ce moment-là, il y a des particularités pédiatriques à connaître. Et bien entendu, ça va dépendre des centres spécialisés, des anesthésistes réanimateurs et des IAD pédiatriques ou à compétences pédiatriques. Je vais vous montrer ce que c'est que la compétence, c'est très très difficile à définir. Et puis, même chose, alors les centres de recours, on ne discute pas, hein, c'est des gens qui sont des anesthésistes réanimateurs pédiatres, donc ils font ça quasiment tous les jours, pour ne pas dire exclusivement tous les jours. Alors, globalement, vous avez des facteurs qui sont généraux, hein. Que l'anesthésiste réanimateur soit disponible à la demande, c'est un facteur qui prévient la mortalité ou les problèmes neurologiques post-anoxiques, et qu'on ait une absence, ou en tout cas le minimum de changement de praticien sur un même patient, c'est également un élément qui est important. Alors l'expérience, vous allez voir que c'est ça qui va définir pas mal de choses, d'accord ? Alors on sait à peu près qu'il faut un minimum de 200 cas par an pour commencer à diminuer l'occurrence des complications périopératoires. On sait que l'expérience sur sa base de données, c'est la base de données d'Apricot, c'est une étude européenne sur 30 000 patients. On sait que là, l'expérience va diminuer l'occurrence des complications, qu'elles soient cardiovasculaires ou respiratoires. Et là, on a fait une étude française qui s'appelle Rhubarbe sur les enfants enrhumés, où on voit clairement que l'expérience des patients, des médecins anesthésistes réanimateurs, va diminuer l'occurrence des complications périopératoires respiratoires. Là, c'est l'étude que je vous ai montrée, c'est la base de données française d'Apricot sur les 30 000 patients. Là, il y avait à peu près 3600 patients, et sur les 3600 patients, on montrait quand même que l'expérience de l'anesthésiste réanimateur diminuait de façon significative toutes les complications. D'accord ? Alors là, vous voyez, moins de 15 ans, ça ne veut pas dire que si vous faites moins de 15 ans d'anesthésie réanimation pédiatrique, vous n'êtes pas capable de faire. Il faut voir ça comme étant linéaire, hein. Ça, c'est un biais statistique, hein. C'est pour faire la statistique qu'on a fait ça. Parce qu'on pose souvent la question en me disant « Oui, mais moins de 15 ans, moi j'ai moins de 15 ans, donc je ne vais pas faire. » Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus vous allez avoir d'expérience, et moins vous allez avoir de complications périopératoires. Deuxième chose sur laquelle j'insiste énormément, c'est la notion d'équipe. D'accord ? Si vous êtes dans un centre mixte qui fait de l'adulte et de l'enfant, il vaut mieux concentrer l'expérience. Ça, c'est important. Étant donné que l'expérience est importante, il ne faut pas la diluer. Si vous êtes 15, ça n'a pas de sens d'être 15 à faire de l'anesthésie pédiatrique. Il vaut mieux que ce soit 5 qui se concentrent sur ça, que ce soit les 15 qui font. Et là, c'est un exemple typique. C'est avant, en rouge, la création d'une équipe dédiée, après la création d'une équipe dédiée. Et vous voyez que l'incidence des arrêts cardiaques ou des arrêts cardiaques imputables directement à l'anesthésie va diminuer. Donc ça, c'est important.
Autre chose qui est important, c'est la présence des infirmiers anesthésistes. Ça, c'est un élément également qui aide. Alors, c'est vrai que c'est sujet à débat, parce que est-ce que tout le monde a des infirmiers anesthésistes? Pas tout le monde. Mais vous voyez, ça, c'est une étude européenne, ça fait chez l'adulte. Le fait de mettre des infirmiers anesthésistes au bloc opératoire versus que l'anesthésiste soit seul, eh ben, on diminue la mortalité et la morbidité à 30 jours post-opératoire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir pendant l'anesthésie à 30 jours? Bah, tout simplement, on sait qu'en optimisant l'hémodynamique, en optimisant la ventilation, on va améliorer les choses. Il n'y a pas de raison que ce soit différent chez les enfants. D'ailleurs, vous voyez que les 3600 patients dont je vous parlais, eh ben, l'absence d'IAD est un facteur de risque de complications périopératoires, cardiovasculaires et respiratoires. Donc c'est un élément supplémentaire à considérer dans l'organisation. Voilà, non, ça je passe. Bon, autre élément organisationnel, celui-là est en rapport avec les urgences. Regardez les complications périopératoires. C'est l'étude avec les 2 millions de patients que je vous montrais tout à l'heure. Plus vous allez opérer les enfants tardivement, et plus vous allez avoir, enfin c'est les patients tardivement, et plus vous allez augmenter l'ordre ratio de complications périopératoires. Là, la complication, c'était mortalité ou coma post-anoxique. Donc plus vous allez le faire tard, et plus vous avez quand même un risque non négligeable de décès. Donc là aussi, il faut réfléchir à des nouveaux circuits de patients, à ce qu'on peut faire les patients, est-ce qu'on doit les faire la nuit, en nuit profonde, pas en nuit profonde, etc. Donc c'est des éléments également de sécurité. Et puis alors, on le disait tout à l'heure, c'est la communication entre les équipes. La logique d'un chirurgien n'est pas la logique d'un anesthésiste réanimateur. Alors, une fois qu'on l'a dit, on l'a compris. Un chirurgien, c'est une zone limitée du corps qui va opérer, et puis on le comprend, c'est son job, il fait ça. Donc on ne va pas lui dire pourquoi tu ne t'occupes pas du patient. Nous, on est plutôt dans le patient en général. C'est encore une fois pas une critique, mais c'est une réalité. Et cette réalité, elle est à croiser. Donc la communication entre les gens, elle est très très importante. Alors la communication, c'est comment on fait? Il faut essayer de la travailler, c'est très important. C'est des projets en commun. C'est les staffs de service, il faut pouvoir s'échanger, aller comprendre l'autre et que l'autre vienne nous comprendre, c'est très important. Les implications dans les organisations et puis se recentrer sur les parcours. Et c'est l'objectif justement d'un certain nombre de shops comme Achille qui est là pour ça. Alors la formation classique, c'est les mises à niveau, les respect des recommandations, ça c'est important. Il y a des recommandations, elles sont relativement importantes et mises à jour de manière régulière, donc il faut les suivre. Les analyses de cas, les RMM, très très important également. Et puis, encore une fois, les leviers de formation modernes, la simulation, ça permet quand même de se mettre en situation où on a peu de complications. Je vous rappelle, les complications respiratoires ou même l'arrêt cardiaque, c'est rare. Donc, savoir les traiter, ça veut dire passer sur le simulateur. Et donc, ça fait partie des choses. Alors, là, je vais passer. Les méthodes modernes, la simulation, on pense souvent au mannequin, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez avoir des vidéos, par exemple. Ça, c'était une étude sur réanimation de l'arrêt cardiaque en pédiatrie, où vous voyez qu'il y a une amélioration de la technique, mais aussi de la rétention avec une vidéo. Et puis les serious games également, c'est important. Là, je vous montre juste un exemple que nous, on a étudié. C'est un algorithme simple de prise en charge du laryngospasme. Et le fait de l'utiliser, forcément, ça va améliorer non seulement les compétences techniques, mais les compétences non techniques, c'est-à-dire la communication entre les gens. Parce que forcément, comme on est un peu moins stressé par l'effet de la cognition et de la connaissance, on prend un peu plus de temps pour communiquer avec l'autre, en tout cas les uns avec les autres. Dernière chose, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, enfin qui n'a peut-être pas en rapport avec l'anesthésie pédiatrique, mais un peu plus général, c'est un peu tout les questionnements du management, de bien-être au travail, etc. Ça, c'est une étude qui est faite à peu près sur 2 millions de patients. C'est Gallup, c'est une société de consulting américaine, elle fait ça, et elle étudie l'engagement des gens au travail. Vous voyez quand même que avec leur questionnaire sur l'engagement, ils arrivent à déterminer que le fait que les gens soient engagés dans leur travail, ça diminue quand même les complications périopératoires. Alors aux États-Unis, on a l'impression quand même qu'ils ne sont pas engagés, les gens, si, ils sont engagés dans leur job. Et en France, regardez où est-ce qu'on est, on est à 9% de patients, de gens qui sont engagés. Ce n'est pas uniquement
les personnels de santé. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est très important et probablement quelque chose qu'on doit prendre un peu plus en considération. Alors c'est quoi? C'est les conditions de travail, c'est le management qui est important. Et d'ailleurs, on avait fait une étude sur les déterminants de la qualité de vie au travail des anesthésistes réanimateurs. C'était un échantillon de 2000 anesthésistes réanimateurs. On trouvait la satisfaction sur la qualité du management comme étant un élément significatif dans la qualité de vie au travail. C'est la satisfaction sur l'organisation du bloc opératoire, la satisfaction sur l'organisation de l'activité de l'équipe et même les relations avec les collègues, et inclus dans les collègues l'anesthésiste réanimateur et le chirurgien. Voilà, donc en conclusion, j'ai envie de dire, le patient, oui, c'est important, d'accord, mais enfin il faut bien garder en tête qu'il faut travailler également les compétences individuelles, les compétences collectives, l'organisation qui est très important avec tout ce que je vous ai dit, la communication, les conditions de travail, et j'ai mis les conditions économiques, mais ça c'est un autre sujet et peut-être un peu brûlant, donc on n'ira pas plus loin. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je suis tout oui à vos questions si vous en avez.